Merci de suivre l'ORTM. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à votre émission Questions d'actualité. Ce numéro est consacré à l'extrémisme violent et au terrorisme avec un accent sur la lutte contre ces phénomènes. Le Mali qui fait donc face au terrorisme depuis 2012. Les efforts déployés pour venir à bout de ce mal sont nombreux. Parmi ces efforts, l'élaboration de la politique nationale de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme. Pour sa concrétisation, un comité de coordination et de suivi-évaluation a été créé en 2018. Ce comité dispose d'un secrétariat permanent comme organe exécutif qui apporte donc l'appui technique, logistique et administratif requis pour sa mise en œuvre. Pour en savoir davantage, l'ORTM, en collaboration avec le département en charge des affaires religieuses, a initié cette émission sur financement du PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement. Ce débat est donc purement explicatif pour mieux comprendre la politique nationale de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent. Nos invités sont donc M. Zoubeirou Oumarou Diallo. Il est le secrétaire permanent de la politique nationale de prévention de lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme. Bonsoir, M. Diallo. Bonsoir, Sira. Comment allez-vous? M. Daniel Tera, il est expert chargé du suivi et évaluation au secrétariat permanent de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme. Bonsoir, M. Tera. Bonsoir, madame. Et M. Faïke Papus Sissoko, il est expert chargé de la stratégie de lutte contre l'extrémisme violent au secrétariat permanent de lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme. Bonsoir, M. Sissoko. Bonsoir, Sira. On va donc ouvrir le débat par ces mots qui taraudent nos esprits aujourd'hui: radicalisation, extrémisme violent et terrorisme. M. Diallo, je vais commencer par vous. Que devons-nous comprendre par ces termes: radicalisation, extrémisme violent et terrorisme? Merci bien. Il faut comprendre les termes dans leur contexte. Parce que quand vous prenez la radicalisation, vous la levez dans le contexte qui nous concerne de la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme au Mali, ça peut dire beaucoup de choses. Et il en est de même de l'extrémisme. Quand vous parlez d'extrémisme, et si on n'ajoute pas violence, ça c'est autre chose. Maintenant, spécifiquement au contexte qui nous concerne, la radicalisation, chaque État, chaque pays donne les définitions en fonction de contraintes auxquelles ce pays fait face. Et nous, dans notre document de politique nationale, nous avons choisi des définitions plus spécifiques à notre contexte. Et dans ces documents, on dit que la radicalisation, c'est un processus où les voies normales de dialogue sont de plus en plus délaissées par les individus pour s'inscrire dans une logique de confrontation qui peut aller jusqu'à la violence. Et vous allez voir l'individu, le processus de radicalisation, quand vous observez les individus dans la société, les membres de votre famille et tout, vous pouvez déceler par exemple certains signes qui font que la personne, par rapport à l'attitude que cette personne a, elle change d'attitude et commence à se retirer sur lui-même. La personne commence à se retirer sur elle-même. C'est le fait d'être figé, d'être à une position fixe, de ne pas accepter la négociation. Oui, vous prenez une position, vous inscrivez dans un processus qui fait que vous vous éloignez de plus en plus des méthodes que nous avons traditionnelles de dialogue dans notre société. Et en se figeant dans cette position, vous cherchez une confrontation à imposer. Quant à l'extrémisme violent, c'est l'attitude, la tendance à adopter une position qui peut être le fondement d'une idéologie. Et cette idéologie va évoluer parce que la personne, dans ce contexte d'extrémisme violent, va prendre une certaine position, une idéologie, et essayer de l'imposer. Et lorsque la personne passe à la phase de violence, qui peut être verbale ou même de violence physique, pour imposer son idéologie, là, on parle d'extrémisme violent. Pour pouvoir vous faire schématiser la notion d'extrémisme, quand vous prenez cette table, par exemple, plus physiquement, quand vous êtes au milieu de la table, même votre lit, vous êtes au milieu du lit, vous êtes en sécurité. Pour vous montrer comment les positions extrêmes sont dangereuses. Maintenant, quand vous vous éloignez de plus en plus du centre de votre lit, vous venez au niveau des extrémités. Et qu'est-ce que vous risquez? Vous risquez de tomber. Si vous tombez, vous faites mal à vous-même ou vous faites mal aux membres. Parce que les autres individus qui s'éloignent de leur communauté. De leur communauté, et ils prennent des attitudes qui sont contraires aux attitudes normales. Et ils essaient de les imposer. Et maintenant, dans le contexte qui nous concerne aujourd'hui, ça donne naissance à une idéologie. Une certaine idéologie qui se dit extrémiste, islamiste,
Et donc, pourtant, quand vous l'analysez, les fondements ne sont pas seulement islamistes. Et le terrorisme? Quant au terrorisme, c'est le fait. Parce que le terrorisme, quand vous prenez la notion de terrorisme, ça résulte du mot terreur. Terrorisme vient de terreur. Le terrorisme, c'est dépasser ce stade de concept d'extrémisme violent en rentrant dans la violence, et c'est le fait de faire d'user de l'extrême violence pour créer la terreur. La terreur au niveau des individus, la terreur au niveau... Et le but de cette terreur-là, c'est de faire peur aux gens, d'aliéner leur volonté, de les empêcher à c'est agir. l'acte qui consiste... Notre texte parle de la définition de l'acte. Quand vous prenez la définition du terrorisme au niveau des Nations Unies, partout, c'est un terme dont la définition est complexe. Chacun donne la définition. Mais nous, on est parti de l'acte. Dans notre loi sur le terrorisme, on est parti de l'acte de terreur. Par exemple, le fait de faire des explosions, parce que ces explosions visent des bâtiments publics, et ça vise le sabotage des engins. Par exemple, vous prenez le cas du bateau Tombouctou, c'est un acte de terreur extrême, saboter un bâtiment public, parce que le bateau est considéré comme un bâtiment flottant. Et ou bien s'attaquer aux aéronefs, ou bien s'attaquer aux symboles de l'État, s'attaquer aux civils. Et le but, c'est de faire de la terreur, de s'aimer la désolation. Et le but de cette terreur, c'est de traumatiser la population. Et l'objectif, c'est quoi? C'est d'aliéner la volonté. Et très généralement, ces gens-là se cachent derrière une religion qui est l'islam. Oui. Et pourquoi ce choix, à votre avis? En fait, quand vous prenez le terrorisme, il y a beaucoup de formes de terrorisme. Mais ce qui nous concerne le plus aujourd'hui au Mali, c'est sous couvert de l'islam. Ce qu'ils disent, ce qui se dit, le terrorisme djihadiste. Même si nous, dans notre concept, nous ne préférons pas utiliser le mot djihad, nous préférons utiliser le mot terrorisme. Parce que ceux qui nous ont agressés sous couvert de la religion. D'accord. Alors que quand vous prenez le fondement du djihad, c'est une noble finalité, ça va à l'antipode de ce que nous vivons aujourd'hui. Parce qu'il n'y a aucun texte sacré qui autorise les gens à s'aimer l'effroi, à aller jusqu'à brûler les récoltes, à brûler les animaux. C'est contraire à toute idéologie religieuse. D'accord. Et donc, sous couvert de la religion, c'est la criminalité générale, c'est-à-dire la religion, le terrorisme, la forme qu'ils utilisent, c'est un paravent pour pouvoir mener les activités terroristes. Parce que vous allez voir, avant le début de ces phénomènes, c'était le problème de cocaïne qui a atterri dans le désert et l'avion a disparu. Personne ne sait ce que c'est devenu, on l'a brûlé. Et donc, sous couvert de ce vocable qui se vend très bien, c'est les réseaux criminels qui essaient de s'aimer l'effroi, la désolation, la terreur pour pouvoir se livrer à leurs activités. Ça n'a rien à voir avec la religion. C'est un prétexte. Monsieur Sissoko, ils défendent une idéologie. Ce sont des groupes qui sont formés, orientés par des puissances. La géopolitique et géostratégie obligent cela. Et pourquoi, selon vous, le choix sur le Mali et le Sahel? Merci beaucoup, M. Sira. Donc, vous savez, le nord du Mali est une zone très grande. De 1960 à nos jours, cette partie n'a pas été totalement contrôlée par l'État central sur beaucoup de plans. Donc, ce qui fait que cette zone est propice pour les groupes armés. D'abord, en termes d'implantation et en termes de préparation, en termes de préparation pour atteindre l'Europe. D'abord, cette zone dispose des grands corridors. De l'Algérie, vous êtes à Oubari et vous êtes en Libye. À partir du Niger, vous êtes maintenant à Sabha et vous êtes tout de suite en Libye. Et qui connaît ces deux pays-là? D'abord, la Libye est un pays ouvert, un pays à ciel ouvert, un pays qui est propice pour la mobilité de groupes armés. Donc, cette zone est vraiment propice pour les groupes armés. D'abord, quand les groupes armés étaient vaincus d'ailleurs, comme avant 2012, on connaît ces groupes armés qui intervenaient dans le continent asiatique. Mais ils ont été vaincus là-bas, donc ils se sont mis à la recherche de nouveaux territoires pour se réorganiser.
Et je crois que le nord du Mali est la partie la plus propice pour eux, par sa grandeur, pour pouvoir se réorganiser. Et par ses ressources naturelles et par ses aussi. ressources naturelles également. D'accord. Alors, M. Tera, quelles sont les causes de l'extrémisme violent et du terrorisme au Mali et dans les pays de l'AES, à votre avis? Bon, les causes sont un peu des causes nombreuses. Il faut reconnaître que les pays de l'AES, selon l'indice de pauvreté, nous faisons partie de ce qu'on peut appeler nous sommes parmi les pays les plus pauvres du monde. Or, la pauvreté, qu'est-ce que ça occasionne? Ça occasionne une fébrilité et des tentations pour ceux qui sont dans cet état. Les terroristes, ils cherchent leurs adeptes parmi les milieux des jeunes qui sont atteints par cette fébrilité, donc des gens faciles à transposer. Donc la pauvreté est l'une des très grandes causes. Lorsque les choses n'ont pas marché pour eux en Asie et au Moyen-Orient, naturellement ils sont descendus au sud de l'Algérie. Directement, ça c'est le Mali. Au sud de la Libye, ça c'est toujours la zone de l'AES. Il y a aussi il y avait une certaine instabilité politique et institutionnelle, surtout dans notre pays. Vous connaissez un peu depuis 2012 ce qui est arrivé. Donc ça les a permis aussi de s'implanter facilement. Et cette instabilité institutionnelle et politique, ça a influencé aussi négativement la gouvernance là. Et ces terroristes, vous savez, ils vendent des chimères aux gens, comme pour dire, nous sommes capables de régler des problèmes que vos gouvernements ne pouvaient pas régler. C'est comme ça qu'ils trompent les gens. Et la plupart des populations ont été acquises comme ça. Mais surtout, également, il y a les mains des puissances qui sont derrière ça aussi. Certainement. Pour nos ressources. Certainement. Vous savez, cette question de terrorisme, là, c'est une fabrication des hommes. Si vous lisez bien l'histoire du terrorisme, vous comprenez que ce n'est pas sorti du néant. Ce n'est pas sorti du néant. Ce qui est arrivé, c'est quelque chose qu'on a essayé de mettre en place et maintenant qu'on ne peut plus contrôler parce que le système a dépassé même ceux qui l'ont mis en œuvre. C'est la réalité. D'accord. Monsieur Diallo, on a l'impression que les groupes armés se créent, se multiplient de jour en jour. Pourtant, ils sont neutralisés, anéantis, mais on a l'impression que ça ne finit jamais. Qu'est-ce qui explique ce phénomène? Ça se comprend parce que, vous savez, nous avons, au terme de notre stratégie, le plan d'action de notre politique, nous avons un truc qui concerne le tarissement des sources de financement. Il faut d'abord aller vers le tarissement et ensuite circonscrire les zones dans lesquelles les groupes terroristes évoluent. Et le phénomène terrorisme, je vous dis que c'est un phénomène cancérigène. Vous tuez 2000 personnes aujourd'hui, tant que les sources de financement ne sont pas taries, il y a toujours du recrutement. Et parce que le terreau du terrorisme, vous avez posé la question à savoir quelles sont les causes. Les causes profondes sont complexes. Et tant qu'on n'agit pas sur ces causes, à travers la prévention et les réponses qu'il faut donner, le recrutement, ils auront toujours un vivier parce que dans nos États du Sahel, vous allez voir que la jeunesse, c'est la composante la plus importante. Alors que les causes de ce phénomène, c'est non seulement la paupérisation des populations, c'est l'analphabétisation qui fait que les gens ne sont pas sensibilisés au mode opératoire des groupes terroristes. C'est aussi la déviance intellectuelle dont la base, c'est le manque d'éducation. Et donc, tant que, sur le plan intellectuel, on ne forme pas les gens qui sont sortis des écoles coraniques, par exemple, qui n'ont pas accès à l'exégèse, c'est-à-dire les causes et les circonstances de la révélation des versets, l'exégèse des versets, ils n'ont étudié que la lettre seulement du corps. Il faut aller vers l'éducation, il faut aller vers une bonne gouvernance virtueuse qui permet de circonscrire la base de recrutement. Parce que ce n'est pas le vivier qui manque. Et ensuite, vous avez posé une question, je voulais compléter un peu, c'est la géostratégie. Oui. Vous savez, le Sahara, dès le départ, c'est une zone
de prédilection par excellence pour les grandes puissances. Parce que celui qui contrôle le Sahara, vous contrôlez la planète tout entière. C'est la position stratégique du Sahara et aussi les ressources immenses, parce que c'est les premières zones de peuplement de l'humanité. Et donc, quand vous prenez les ressources dans tous les pays où vous avez le désert et autres, il y a des ressources immenses. Imaginez en 2008, quand on a commencé à demander, il y a beaucoup de champs d'exploration pétrolière dans le nord. Et beaucoup des agences ont commencé à s'installer. Et jusqu'à ce que le président de l'époque, c'était ATT, disait qu'on était à 2 doigts de découvrir du pétrole, de l'exploiter. Alors que pour les puissances, bon, il faut exploiter dans certaines zones, attendre que ça tarisse pour pouvoir permettre que d'autres zones exploitent. Et si vous exploitez maintenant. Et donc, nous, le nord du Mali, depuis les indépendances, a été une zone stratégique qui a été exploitée par les grandes puissances. Vous vous souvenez, Tessalit, c'était d'abord une base. Et quand on a demandé à l'armée française de partir, pendant combien d'années les gens travaillent stratégiquement, je ne dis pas tel ou tel pays, mais la vision stratégique, là, c'est ce que nous n'avons pas. Nous avons des visions à court terme. Alors que d'autres puissances sont en train d'élaborer des politiques sur des centaines, de 200, 500 ans. Et donc, pendant tout ce temps, les gens étaient en train de travailler à ce qu'ils reviennent sous les applaudissements des Mali, alors qu'ils ont été chassés sous l'ail. Et voilà, c'est cette option qu'on ne devait pas perdre de vue. Nos États sont des États à forte potentialité minière, de toutes les ressources. Et donc, c'est à partir de ces ressources, avec ces ressources, que nous sommes exploités et nous sommes visés. Et il y a beaucoup. Et donc, vous voyez le phénomène depuis dans les années 89. Nous avons des postes avancés dans le Sahara. L'armée malienne occupait jusque les derniers postes avec l'Algérie. Les accords de Tamaracet ont fait que nous avons dégarni ces zones-là. Et ceux qui travaillent à ce que ce phénomène ne soit... la nature ayant horreur du vide, l'Algérie ayant combattu ces gens sur son territoire, ceux-ci se sont mêlés à notre population qui avait une forme d'islam modéré. Et donc, ceux-ci liés au réseau terroriste international, Al-Qaïda et puis, comment on appelle... l'État islamique au Grand Sahara qui perdait du terrain. Et on sait que derrière ces groupes, il y a toujours des tentacules qui sont là. Et donc, le recrutement, cela me ramène maintenant. Pourquoi chaque fois nous avons des dizaines de milliers qui sont morts, mais toujours il y a le recrutement. Il faut aller, c'est-à-dire tous les organes qui travaillent sur ce phénomène doivent se donner la main. En dehors du fait de combattre sur le plan militaire, c'est pourquoi on a élaboré cette stratégie qui est l'option civile. Il faut que les organes, dans une coordination parfaite, on arrive à faire une véritable occupation du terrain qui permet de circonscrire le zone d'action de ces gens-là. Il faut aussi, au lieu d'intervenir indirectement, parce que nous avons tous les partenaires, la majorité de ceux qui nous assistent, c'est l'intervention indirecte. Il faut intervenir directement pour pouvoir circonscrire, jouer sur les causes profondes et les facteurs déclencheurs, empêcher les groupes terroristes de pouvoir recruter. Parce que tant qu'il y a cette misère rampante, les gens vont toujours pouvoir recruter. D'accord. On va parler de la politique. Face donc à la situation, le Mali a donc jugé nécessaire d'élaborer une politique de prévention, de lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme. Vous en êtes la cheville ouvrière, le secrétariat permanent. C'est dans un contexte bien précis que la politique nationale de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent a été créée. Vous pouvez nous rappeler le contexte, M. Diallo? Oui, je pense que, on va rappeler brièvement parce que nul n'ignore le contexte. Vous savez, en 2012, nous avons été victimes d'agression. J'ai un peu marché sur le truc. Cette agression se dit à quoi? C'est dit à une coalition de groupes indépendantistes et de réseaux criminels. Parce que ceci... c'est des gens qui ont des idées différentes. Mais toutes les fois où il s'agit d'atteindre un objectif, ils font des alliances. Et cette alliance entre les groupes terroristes et les groupes indépendantistes à travers les MNLA et autres, cela a entraîné l'occupation de presque le 2/3 de notre territoire. Face à cette situation, nous nous sommes dit que conformément à la stratégie des Nations Unies de lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme, qui incite chaque État à s'inspirer de cette stratégie et à prendre des dispositions pour l'intégrer dans son ordonnancement interne, le Mali s'était dit, face à cette problématique, qu'est-ce qu'il faut faire?
il fallait élaborer une politique. Parce que la politique, c'est toujours pour répondre à cette... C'est dans ce contexte que nous avons élaboré cette politique nationale de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme pour faire face à ce phénomène. Parce que ce phénomène, en dehors de l'option militaire, c'est aussi une idéologie que ça sous-entend. Une idéologie qui n'est pas une idéologie basée sur la religion. Bien sûr que nous savons que c'est une idéologie déviationniste. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre une mesure civile pour pouvoir faire face à cette idéologie-là. Et donc, nous avons élaboré cette politique qui se veut d'abord holistique, qui prend la question de la notion de l'extrémisme violent et du terrorisme dans sa globalité. Et à partir de cela, élaborer une stratégie pour contrer. La politique est bâtie sur 5 piliers. Et un premier pilier qui est la prévention. Comment prendre toutes les mesures pour prévenir que ces actes ne se reproduisent pas sur notre territoire, pour former les populations, pour sensibiliser les populations sur ces phénomènes et pour jouer sur les causes de ces phénomènes. Ensuite, nous avons un pilier qui s'appelle protection. Par exemple, quand l'État est agressé dans ses fondements, nous savons la première option, c'est une option militaire. Mais la protection consiste quand nous sommes attaqués à défendre notre territoire dans son intégralité, à défendre nos institutions, à défendre notre population. C'est ça la protection. Et à défendre les outils de production que nous avons. Ensuite, il y a le pilier poursuite. La poursuite, pourquoi? Parce qu'il s'agit de poursuivre les auteurs de ces actes et empêcher la répétition. Il y a la réponse qu'il faut donner aussi. Ça, c'est le 4e pilier qui est la réponse. Quand les actes sont posés, les gens sont agressés dans leur... Il y a des victimes. Quelle réponse? Une réponse holistique qui tient compte des victimes, qui tient compte aussi même du phénomène dans sa globalité. Comment prendre en charge les victimes? Comment même faire de telle sorte que notre société, à travers ses ressorts économiques, sociaux et autres, comment faire face à ce phénomène-là? C'est la réponse qu'il faut porter. Et la réponse consiste aussi à harmoniser nos actions avec ceux de nos partenaires pour pouvoir... Parce que on l'a dit, un seul pays ne peut pas faire face à ça. Et puis le 5e pilier, c'est la cohésion sociale. Parce que nous avons une identité que nous avons forgée au fil des millénaires. Et cette identité se trouve ébranler les communautés qui ont vécu ensemble des siècles, qui se sont brassées, se regardent en chien de faïence. Donc il faut reconstruire notre identité. Et c'est là à travers des organes. Donc la politique, c'est l'ensemble de ce qui a été mis. Et c'est multi-acteurs. Il faut que l'ensemble des acteurs de notre société soient impliqués dans la lutte contre ce phénomène. À côté des structures étatiques, il faut les organisations de la société civile. Il faut aussi nos collectivités. C'est l'ensemble de ceci-là que nous avons pris en compte pour élaborer cette politique que vous avez voir, c'est une politique aussi transversale à plusieurs départements ministériels qu'il faut coordonner leurs actions. Et quand j'ai dit que c'est multi-acteurs, tous ces acteurs, les acteurs religieux vont contribuer à travers l'élaboration d'éléments de contre-discours face à cette idéologie-là, pour démontrer que la véritable finalité de ce qu'eux ils appellent du djihad, contrairement à ce qu'eux ils prônent, la noble finalité du djihad est contraire à ce que ils sont. Donc les religieux sont sollicités pour plus de sensibilisation. Plus de sensibilisation, plus aussi dans l'élaboration des éléments de contre-discours. Il faut aussi mettre l'accent sur nos leaders religieux et communautaires, tels que les chefs de village et autres. Ils sont les derniers maillons de l'administration. Et aujourd'hui, ces gens, ils essaient de démystifier nos leaders communautaires, de démystifier l'administration. Donc, il faut assurer la capacitation de ces acteurs-là. Et les cibles pour recruter, ce sont les jeunes et les femmes. Et donc, la politique met l'accent aussi sur l'autonomisation de ces femmes et de ces jeunes-là pour les empêcher d'être attirés par, comment dirais-je, les cloches le son des cloches. D'accord, on a une idée de la politique, on ne pourra pas tout évoquer. On va faire réagir les autres. Monsieur Sissoko, il nous a parlé de la politique et de ces 5 piliers. Dites-nous, le secrétariat permanent qui en est la cheville ouvrière, que fait concrètement le secrétariat permanent pour mettre en œuvre cette politique? Le secrétaire permanent mène des actions civiles. La lutte contre ces phénomènes est à 2 niveaux. Il y a l'option militaire, les militaires sont sur le terrain, et nous sommes avec les communautés. Donc c'est une politique qui a pour vocation de mobilisation communautaire. Donc par là, on mène des actions de sensibilisation, on mène des actions de formation, des actions d'accompagnement des ONG. Il a parlé des ONG.
puisque nous ne disposons pas d'armes, nous ne sommes pas de militaires, nous sommes obligés de s'inscrire carrément dans les actions de sensibilisation et de formation. Donc, c'est des actions pour pousser à la veille citoyenne, à ce que les populations se sentent concernées par ce phénomène. Exactement. De faire comprendre la population c'est quoi l'extrémisme violent, comme il a expliqué, c'est quoi la radicalisation, et comment les groupes armés essayent d'approcher la communauté pour procéder aux actions d'endoctrinement, recrutement et autres. Donc, globalement, c'est des actions communautaires, sensibilisation, formation, assistance technique, surtout aux ONG, pour faire comprendre que vraiment le phénomène, voilà comment, quelles sont ses conséquences, et comment il faut s'en passer. Ça voudrait dire que les populations sont très importantes dans votre politique. Oui, parce que la population est quand même la couche d'accueil. Les groupes armés là, donc, sont infiltrés dans les communautés. Vous ne voyez pas les groupes armés dans le camp, mais c'est au sein de communautés. Donc, si cette communauté n'est pas impliquée fortement pour pouvoir donner des informations aux acteurs, donc ça ne passe pas. Donc, la communauté doit être au cœur des actions. Alors, M. Tira, la collaboration avec les forces armées et les populations, elle est très importante dans la lutte contre le terrorisme. Comment créer un climat de confiance entre les populations et l'armée sur place pour combattre le terrorisme, à votre avis? Vous savez que dans la stratégie de prévention de lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme, comme je sais, un cadre inclusif. C'est pour cela qu'il y a 16 départements ministériels qui sont directement concernés. Et chacun de ces départements ministériels travaille dans son cadre sectoriel, avec ses moyens que l'État met à la disposition. Ça, c'est du côté public. Et c'est au sein du comité de pilotage, qui est l'un des organes de mise en œuvre, que ces départements ministériels vont fonctionner sous l'autorité du Premier ministre. Donc 16 départements ministériels plus la primature. Maintenant, à côté de cet organe, il y a le comité de coordination et de suivi et évaluation, qui est présidé par le ministre des Affaires religieuses et des cultes. Et dans ce comité de coordination et de suivi et évaluation, tout est mis en œuvre pour qu'il y ait une connexion entre le public, le privé, parce que vous avez les 16 départements ministériels, plus la primature, les organisations de la société civile concernées par la question de prévention de lutte contre les crimes violents et le terrorisme. Il y a aussi les acteurs, les confessions religieuses, les collectivités. Donc c'est cet ensemble d'acteurs que le secrétariat permanent a l'obligation de coordonner et de superviser de manière à ce que la connexion positive se fasse entre ces différents acteurs, mais aussi que nous travaillons afin que l'armée et les populations puissent aller en symbiose. Donc notre travail que nous faisons, c'est exactement comme un filet que le pêcheur jette dans l'eau. Si vous jetez une ligne dans l'eau, vous allez prendre peut-être un poisson. Mais le filet, c'est avec l'idée de prendre beaucoup de poissons. Or, le filet, il est composé, c'est l'embranchement de fils mis ensemble pour constituer un outil. Donc, je peux dire que les départements ministériels et tout cet assemblage, c'est un outil pour nous amener à un résultat positif. Et comment se fait ce travail de coordination? Vous qui êtes le centre, ça passe par des réunions, ça passe par des visites de terrain. Comment ça se passe? Dites-moi. Effectivement, en ma qualité d'expert chargé du suivi et évaluation, nous avons cette lourde tâche de faire fonctionner le comité de coordination et de suivi et évaluation, d'abord à travers des réunions mensuelles. Si le comité de pilotage se réunit 3 fois, je veux dire chaque 3 mois, le comité de coordination et de suivi et évaluation se réunit normalement selon les textes chaque mois. À défaut de le faire chaque mois, nous le faisons aussi fréquemment, par 2 ou 3 mois, chaque 2 ou 3 mois, mais nous voyons que nous avons l'obligation de tenir les réunions mensuelles. Et dans ces réunions, nous sommes à peu près une 50aine de participants parmi les acteurs publics et parmi les acteurs des sociétés, des organisations de la société civile, mais aussi les confessions religieuses
et les municipalités, je veux dire l'association des municipalités certes, et l'association des municipalités régions. Nous travaillons tous ensemble. Et de cette façon, nous pouvons non seulement récolter toutes les informations dont nous avons besoin, mais aussi essayer de voir, en termes de monitoring, comment il faut faire pour atteindre les zones les plus reculées. Au niveau du secrétariat permanent, normalement, on a 5 experts. Mais aussi, on a des assistants et des points focaux. Ces points focaux, nous avons l'intention de toucher toutes les régions avec ces points focaux, de manière à ce que le maillage, on puisse pouvoir le faire, de manière à récolter suffisamment d'informations, mais aussi à véhiculer suffisamment d'informations. Donc le travail que nous faisons, c'est un travail assez lourd. Et si nous n'utilisons pas tous les acteurs, si nous ne tenons pas la main, si nous n'envoyons pas un grand filet, il est assez difficile d'avoir des résultats compte tenu du phénomène qui lui-même est très complexe. La complexité du phénomène fait que nous devons avoir des moyens sophistiqués à côté de l'armée qui est sur le terrain. Nous devons faire la lutte civile et cette lutte civile doit se faire avec tous les acteurs normalement. Aussi bien les jeunes que les femmes, surtout. Et d'ailleurs, la stratégie des Nations Unies met l'accent, énormément l'accent sur les jeunes et les femmes. D'accord. Monsieur Diallo, comment vous faites pour faire adhérer les populations qui sont les piliers pour cette politique? Quand on dit que c'est une action holistique, ça veut dire que c'est l'ensemble des composantes. Parce que la politique se fait de telle sorte que nous avons les acteurs étatiques et les acteurs de la société civile. Nous ne mettons pas l'accent uniquement sur les acteurs de la société civile. Parce que vous avez vu que c'est plusieurs départements ministériels. L'objectif, c'est de coordonner. Parce que dans le plan d'action, la mise en œuvre de la politique se fait au niveau de chaque département ministériel. Par exemple, vous, ici, vous relevez du ministère de la Communication. Parce que vous contribuez à véhiculer les messages. Et donc, c'est un combat pour pouvoir sensibiliser les populations. Donc, toutes les actions qui se font au niveau du ministère de la Communication, nous avons un point focal de la politique au niveau de chaque département ministériel, des 16 départements. Et les actions se font au niveau de ces départements et les points focaux remontent les actions de chaque département au cours des réunions du comité de coordination pour voir, parce qu'on a un PTBA qu'on déclare annuel pour chaque département. Et donc, au niveau des communautés, nous intervenons justement à travers les organisations de la société civile ou bien à travers les actions mises en œuvre au niveau des départements. Par exemple, au niveau du département de la Défense, nous pouvons mettre tout de suite des actions civilo-militaires en place pour pouvoir cibler, par exemple, les militaires et les civils. Comment faire revenir la confiance ou bien régner la confiance pour mieux faire de telle sorte que les populations puissent s'imprégner des actions de nos forces de défense et de sécurité. Et cela leur permettra d'avoir la collaboration des populations. Parce que mieux je comprends ce que vous faites dans l'intérêt général, mieux je suis plus enclin à vous donner des informations. Donc nous intervenons dans le cadre des campagnes de communication, des sensibilisations, à travers des ateliers que nous organisons sur presque l'étendue du territoire. Des ateliers que nous organisons à notre niveau, mais en collaboration aussi avec d'autres départements ministériels. Par exemple, votre département de la communication voulait mener des activités en relation avec l'extrémisme violent. Il y a dans le plan d'action des actions qui concernent uniquement le ministère de la Communication. Et donc, en mettant en œuvre ces actions, le ministère de la Communication peut requérir le secrétariat permanent afin que les experts puissent les assister dans la mise en œuvre de ces activités. Et donc, c'est l'ensemble des actions qui sont menées, non seulement par les départements ministériels à travers le plan de communication que nous avons, mais aussi à travers les organisations de la société civile. Parce qu'en élaborant le plan de communication, par exemple, maintenant, on a une activité que nous allons mettre en œuvre avec l'ONG Think Peace. Et cette activité, c'est le projet Parler. Le projet Parler, l'objectif, c'est le projet alternatif redevable de lutte contre la radicalisation et l'extrémisme, dont l'objectif est de former, par exemple, plus de 1500 leaders religieux sur ce que nous appelons les guides de prêche et de sermons. On a élaboré un guide qui est un guide de prêche et de sermons. Comment concilier les prêches et les sermons avec la politique, de telle sorte que les leaders religieux ou bien les imams et autres qui font leurs prêches les jours de vendredi ou bien ceux des autres religions, les prêtres et autres au cours de leurs sermons puissent prendre en compte, par exemple, trouver un créneau pour faire des prêches sur ceux qui sont, par exemple, la notion de la défense de la nation, sur les phénomènes terroristes et tout. Et donc, tout ça,
C'est à travers les activités que nous menons sur le terrain. Et nous mettons souvent des comités aussi qu'on appelle d'alerte précoce au niveau des populations pour permettre aux populations de maîtriser les outils d'alerte précoce à travers des indicateurs. Comme ça, dès qu'ils décèlent, parce que les modes opératoires des groupes extrémistes violents sont complexes et des modes très intelligents pour pouvoir infiltrer les populations. Donc, plus les populations sont imprégnées à travers les campagnes de communication, sensibilisation et tout, plus ils sont enclin à donner des informations aux forces de défense. Et aussi, il y a il y a des actions de capacitation aussi. Parce que la politique, le plan d'action, ce n'est pas seulement civil. Il y a aussi l'ensemble des textes qu'il faut au niveau, par exemple, du ministère de la Justice, au niveau des autres départements, qu'il faut élaborer pour renforcer la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme. C'est pourquoi vous verrez qu'au niveau du comité de coordination, suivi, évaluation, nous avons la CENTIF, la cellule nationale de traitement des informations financières, qui est une cellule qui permet de lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Nous avons la CENAP, le Centre national d'alerte. Nous avons beaucoup d'autres organismes et c'est les efforts de ces organes-là qui sont coordonnés. Je comprends, M. Diallo. En quoi vous êtes utile à l'armée aujourd'hui et à la sécurisation, pour la sécurisation du Mali, la politique nationale de lutte contre l'extrémisme? En fait, il faut comprendre que l'armée fait partie de la politique. Nous travaillons en symbiose. Et aujourd'hui, nous voyons que, par exemple, l'armée est en train de mener des efforts immenses sur le terrain. Donc, de l'autre côté, nous avons des gens qui sont pris, des gens qui, du fait des efforts de l'armée aussi, veulent se rallier. Comment prendre en charge ces gens-là? N'est-ce pas? Et donc, il faut élaborer beaucoup de stratégies pour accompagner l'armée dans la prise en charge. Avec nos partenaires, nous avons construit, par exemple, des centres de formation à la radicalisation et des centres d'accueil. Mais c'est vrai que ces centres ne sont pas aussi énormes. Dans un premier temps, nous avons voulu que ce soit des centres d'accueil des gens qui veulent se rendre, ou bien des gens que nous détectons qui sont sur le chemin de la radicalisation. Aujourd'hui, dans le cadre des efforts de l'armée, tous ces gens-là qui veulent se rendre, ces centres-là peuvent être très importants pour nous, pour pouvoir accompagner l'armée. Et donc, et aussi dans la formation des forces de défense et de sécurité par rapport aux droits humains et autres. Et donc, tout cela, c'est très important. Le rôle que nous menons aussi auprès des populations, pour qu'ils comprennent le rôle des forces de défense et de sécurité, pour qu'ils puissent mieux collaborer avec les forces de défense et de sécurité. Prochainement, je crois, au cours de l'année 2026, nous allons développer des stratégies qui nous permettent de mener des actions civilo-militaires. D'accord, pour mieux faire comprendre. On va faire réagir M. Sissoko par rapport à ces stratégies. Lui qui est expert en stratégie de lutte efficace contre l'extrémisme violent et le terrorisme. Un des objectifs, c'est le désengagement. Quelle est la stratégie que vous avez à votre niveau pour amener les gens qui sont engagés dans le terrorisme à se désengager? Parfait. Je reste toujours sur mon mot de sensibilisation. Donc, on a, depuis 2021, on a toujours été sur le terrain. Et on est fiers de le dire qu'on a pu s'introduire, même dans le milieu éducatif. C'est quand même important pour nous. Donc, nous essayons de travailler avec les établissements scolaires, les écoles madrasa, les écoles chrétiennes. Même les établissements, forcément, qui ne sont pas dans l'éducation scolaire, mais qui sont dans l'éducation. Donc, pour qu'on puisse introduire les thématiques extrémisme violent, le terrorisme, dans les écoles. Puisqu'on a parlé de l'endoctrinement. L'endoctrinement, vraiment, est un phénomène qui peut encore donner l'élan au phénomène. C'est parce que c'est à travers les écoles qu'on trouve les mineurs, les jeunes, donc, qui sont manipulables. Donc, facilement, on peut travailler leur esprit. Donc, si on arrive à former les enseignants, donc qu'ils parviennent à préparer les leçons de morale sur ces thématiques, je crois qu'on pourra faire face au moins à l'enrôlement ou à l'endoctrinement. Donc ça, c'est une stratégie. Préparer les jeunes à ce qu'ils fassent attention à ces gens qui viennent vers eux pour les enrôler. Les enrôlements. D'accord. Exactement. Donc ça, c'est parmi les stratégies. Une autre stratégie, c'est à travers les mosquées, les églises dont il a parlé. Puisqu'on sait que les mosquées sont des lieux qui regroupent
une grande masse en un temps record. Donc, la jeunesse y participe. Donc, là-bas, quand l'imam essaye de préparer une partie de son sermon sur le thématique, il est bien écouté par la jeunesse. Et dans ces sermons, qu'est-ce qu'on y trouve souvent? On y trouve les versets coraniques. Donc, comment l'extrémisme violent est vu par la religion? Est-ce que c'est quelque chose qui est réprimé ou pas? Donc, à travers les sermons, c'est la sensibilisation. Donc, ça, c'est une autre stratégie. C'est propre pour les églises aussi. Donc, et une autre stratégie qu'on est en train d'ailleurs en cours, ça, c'est le guide. C'est quand même un document de référence qu'il faut en parler. Donc, le guide de prêche, on dit bon, guide de conciliation, mais c'est un guide qui contient deux parties. La première partie, c'est le verset coranique, c'est-à-dire tout ce que la religion recommande, comment on appelle, la religion donc interdit par rapport à ces phénomènes. Donc, on y trouve là-dedans. C'est la deuxième partie, c'est aussi le verset biblique. Donc, ce qui fait que parmi ces stratégies, on y trouve des stratégies qui sont pratiques. Par exemple, à l'école, dans les mosquées, dans les églises. Et ce guide qui est aujourd'hui en train d'être utilisé par les imams. Chaque vendredi, on trouve au moins un imam qui est en train de préparer son sermon à travers une partie de ce guide. Est-ce que vous avez l'impression que cela a un effet sur les populations cibles? Oui, parce que on a, avec l'ONG Finpeace, qui a mis en œuvre un projet qu'on appelle Jirachac. C'est un projet qui a quand même identifié plus de 500 ex-combattants. Donc certains sont en train d'être entretenus par le religieux. Par le religieux, comment? C'est à travers ce guide. Par exemple, les gens qui se sont radicalisés. La radicalisation, ça a beaucoup, selon le contexte. Les gens qui se sont radicalisés à travers comment on appelle, les raisons religieuses, mais sont récupérés à travers le religieux. Donc ce sont ces versets-là qui sont lus, qui sont expliqués. Par exemple, quelqu'un qui est radicalisé par quelqu'un qui dit que bon, pour avoir droit au paradis, il faut tuer une personne, il faut détruire un village. Mais voilà un religieux qui est là avec un verset clairement pour dire que non, c'est pas vrai. Dieu a dit quelque part dans le Coran, quand tu tues une personne sur la terre, c'est comme si tu as tué tous les êtres humains sur la terre. Donc, une personne radicalisée religieusement comme ça et qui parvient à être entretenue par ces versets-là, forcément, il va revenir. Tout à fait. Alors, M. Terra, on parle également de susciter l'engagement des autorités à prendre des mesures et pour la collecte et la remontée des informations. Qu'est-ce qu'on doit comprendre à ce niveau et qu'est-ce qui est préconisé? Comment vous faites pour la collecte des informations et comment vous mobilisez les différents départements à ce qu'ils soient engagés à avoir ces données-là sur le terrorisme afin que vous puissiez travailler là-dessus? C'est une question très intéressante. J'avais dit tout à l'heure que nous essayons de faire le maillage du pays en y mettant au niveau normalement de chaque région un point focal. L'exemple que nous avons mis en application concernant la région de Ségou, concernant la région de San, concernant la région de Sikasso, porte ses fruits. Parce que les informations que nous recueillons à travers ces points focaux, nous les remontons. Et s'il y a des informations très sensibles, nous les donnons à qui de droit. C'est ce genre de travail que nous faisons non seulement avec nos points focaux, mais qui sont aussi en contact avec les organisations de la société civile, qui sont en contact avec les populations locales. Les populations locales, dans leurs zones d'intervention, donnent assez d'informations. C'est à partir de la base de certaines informations que nous pouvons alerter. Et non seulement nous avons nos points focaux, mais comme nous avons le CNAP, le Centre national d'alerte précoce, c'est-à-dire tous les acteurs qui travaillent directement, qui mènent directement des activités en lien avec la prévention et la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme, sont des structures que nous encadrons et qui font l'objet de notre coordination. Et maintenant, avec les réunions régulières que nous tenons, chaque mois,
pratiquement chaque instant, nous avons des informations que nous pouvons faire remonter. Parce que l'information est très importante dans le cadre de la prévention et de la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme. Je donne un exemple. Et à un moment, il y a eu une attaque dans le village de Saint-Zananga, qui est à peu près à 40 km de Ségou. Et le poste qui était là-bas s'est déplacé. C'est-à-dire qu'ils ont tout fait pour enlever ce poste. À l'époque, quand j'ai reçu l'information, pour ayant fait la zone et connaissant bien la zone, j'ai dit, si vous ne faites pas attention, au fait, c'est l'interfleuve qui veut venir vers Ségou. Parce que le seul poste qui peut les empêcher, c'est ce poste de Saint-Zananga-là, qui peut quitter Versailles, venir vers Saro, venir vers Fatné et cette zone-là, et rentrer à Ségou. C'est ce poste-là qui les ennuie beaucoup. Ils ont pu le faire sauter. Quelques instants après avoir fait sauter ce poste, il y a eu l'attaque de Ségou. Par Cyril Sonokura. Vous avez vu? Or, quand on a reçu ces informations, et quand nous avons reçu ces informations, nous les avons fait remonter à qui de droit. Voilà comment nous travaillons et voyons comment nous essayons de faire travailler les gens pour collecter les informations. La collecte d'informations est très importante. Elle est très importante. En matière de prévention et surtout de lutte contre ce phénomène, l'information est très importante. D'accord. Alors, M. Diallo, la politique a été créée en 2018, 7 ans déjà. Quel est le point d'exécution du plan d'action de la politique nationale de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent? Merci bien, Sira. Aujourd'hui, nous sommes à la deuxième génération de notre plan d'action. C'est-à-dire en 2018, quand on a adopté la politique, en même temps, on a adopté le premier plan d'action qui était de 2018-2020. Et ce plan d'action était arrivé à terme. Au rang de ce plan d'action, nous avons pu faire beaucoup de campagnes de communication, de sensibilisation pour la compréhension du phénomène. Nous avons formé de leaders religieux, de leaders communautaires, des organisations de jeunes. Et nous avons, au cours de cette phase, mis en place progressivement les différents organes du comité de la politique sur le terrain. Le comité de coordination, tous les organes ont été installés. C'est vrai que ce premier plan d'action, c'était très difficile parce que la mobilisation des ressources, ça compte trop. Et maintenant, on est à la deuxième phase de ce plan d'action. Et c'est au cours de durant ces plans d'action, la mise en œuvre de ces plans d'action que nous avons commencé à construire les centres de déradicalisation dont nous en avons 5 aujourd'hui. Un à Gao, un à Mopti, il y en a à Ségou et à San. Le centre de Tombouctou, on a eu le local, maintenant on n'a pas les ressources pour la construction, mais maintenant on compte. Et la nouvelle génération du plan d'action, c'est de 2024 à 2028 qu'on a amorcé la mise en œuvre. Et au rang de ces plans d'action, on a fait aussi beaucoup d'activités de prise, de sensibilisation de communautés, des actions pour financer les organisations. Mais je crois que parmi les initiatives, comme vous avez posé la question d'initiative, pour mieux vaincre ce phénomène, au-delà de la communication, de la sensibilisation, au-delà de l'élaboration des éléments de contre-discours, il faut agir sur les facteurs déclencheurs et les causes profondes. Parce que vous et moi, nous pouvons être confrontés au même phénomène. Moi, je passe à l'action pendant que vous ne passiez pas à l'action. Ça, c'est les fragilités qui permettent aux uns de passer à l'action et aux autres de ne pas passer à l'action. Et ces fragilités, c'est quoi? C'est les causes, les facteurs économiques sur lesquels il faut agir pour empêcher les jeunes d'être attraits par ces groupes extrémistes violents. Et aujourd'hui, au niveau de cette nouvelle génération, nous pensons qu'il faut aller vers les activités économiques. Il faut aller vers les activités économiques pour développer la résilience. Faire occuper les jeunes et les femmes. Parce qu'aujourd'hui, nous savons qu'il y a beaucoup de femmes qui passent de l'autre côté, qui sont des passeurs de fonds, qui sont des transporteuses d'armes et autres, et qui sont dans l'intelligence. Et quel est votre combat à ce niveau? Je suppose que vous travaillez avec le département de l'agriculture comme de l'économie.
avec tous les départements pour aller vers les initiatives. Aujourd'hui, nous avons des grands espaces. Nous avons vu l'expérience au Niger aujourd'hui. C'est des espaces agricoles qu'ils sont en train d'aménager. Et nous savons que l'agriculture, ça paye. Et il y a beaucoup de jeunes qui sont au chômage aujourd'hui. Et il y a des jeunes de nos zones rurales, parce que c'est ces jeunes-là qu'il faut mettre l'accent. Plus l'accent sur les jeunes des zones rurales, pour leur permettre de se fixer à la terre, de travailler et de ne pas... Aujourd'hui, je sais que si vous avez une activité qui vous rapporte même 50 000 francs par mois, personne ne peut aller risquer sa vie de l'autre côté. Et donc, il faut travailler sur ces activités génératrices de revenus qui permettent aux populations de se fixer, qui permettent aussi aux populations d'avoir une même mise aussi, avoir une gouvernance vertueuse, une même mise sur leurs ressources naturelles. Et ensuite, aller vers la prise en charge de ceux qui se désengagent. C'est-à-dire inciter de l'autre côté les gens au repentir à revenir. C'est ce que j'allais poser comme question. Voilà. Une fois que ces gens-là sont désengagés du côté des groupes armés et qu'ils reviennent à la maison, comme on le dit, est-ce que vous passez le relais au ministère de la réconciliation à ce niveau-là pour la réinsertion? Il faut comprendre que la politique, c'est l'ensemble de ces ministères-là. Nous travaillons avec le ministère de la Réconciliation, avec tous les ministères. Récemment, nous avons effectué avec des ministres une mission au Niger pour nous imprégner de leur stratégie de désengagement, de leur politique de désengagement. Et voir, à partir de cela, nous inspirer et savoir quelles sont les activités qu'il faut mettre en place, non seulement pour inciter les gens à se désengager, mais aussi à travers les politiques de DDR, comment initier des activités pour la réinsertion socio-économique. Parce que quand quelqu'un se désengage et il vient, il n'est pas pris en charge, il est désœuvré, désorienté et déçu, la personne se trouve coincée. Soit rester ou retourner. On sait que quand vous quittez ce groupe, le retour est difficile parce que vous risquez votre vie. Et ceux qui sont de l'autre côté, qui veulent se désengager, s'ils voient que ceux qui se sont désengagés n'ont pas d'issue, ils ne sont pas incités. Donc, c'est ces stratégies que nous sommes en train de voir. Et je crois qu'au niveau, c'est la préoccupation des plus hautes autorités. Parce que c'est le président de la transition lui-même qui a donné des instructions pour que nous puissions mettre en œuvre des stratégies, imaginer, aller chercher, savoir ce qui se passe ailleurs et pour élaborer les meilleures stratégies de désengagement et de réinsertion pour inciter les autres à déserter de l'autre côté et à pouvoir rentrer dans leur rang. Parce que quand vous prenez ces phénomènes, dans tous les cas, c'est notre société qui perd. C'est des fils de notre société, des bras valides qui sont de l'autre côté et qui meurent chaque jour par des centaines et des centaines. Parce que ces actions-là, personne n'est gagnant là-dedans. Alors si on met des véritables stratégies telles que nous sommes en train de chercher à les décliner pour prendre en charge ces gens-là, sans oublier les victimes. Parce que quand les gens se désengagent, vous les prenez en considération. Et les communautés qui ont été victimes, on n'a pas tenu compte. Ces communautés-là vont dire, les jeunes de l'autre côté, voilà, ceux qui ont pris les armes, ils nous ont combattus, ils ont fait des exactions, on les prend en charge, ils sont dans des conditions et nous sommes. Donc cette stratégie doit viser non seulement à faire revenir ceux qui sont dans les groupes, à leur donner les moyens de capacitation et ensuite à permettre aux communautés victimes aussi d'être prises en charge et de pouvoir bénéficier des politiques que nous avons mis en place. Et ça demande beaucoup de moyens. Quel est le mode de financement du plan d'action de la politique nationale? Comme d'habitude, le mode de financement, c'est nos ressources propres d'abord, les ressources de l'État. Et quand on dit ressources de l'État, vous savez que nous sommes dans des conditions de fragilité extrême, où d'abord nous avons été victimes d'embargo de la CEDEAO et de tous les États qui nous environnent. Et ces ressources que nous avons perdues au cours de ces ans, même si l'embargo est élevé, on ne peut pas retourner, par exemple, au mois de janvier, février, pour ramener les ressources fiscales que nous avons perdues. Et aujourd'hui, compte tenu du contexte international aussi, nous savons que nos ressources ne sont... Parce que nous avons une bonne partie du territoire dont les ressources fiscales ne viennent pas. Et donc, c'est la part de l'État et aussi les ressources de nos partenaires. Et donc, pour mobiliser tout cela, c'est difficile. Mais il s'agit d'un effort que nous devons faire. Parce que le problème de l'insécurité et ces phénomènes de terrorisme, c'est d'abord l'État, une question de souveraineté. Et aujourd'hui, vous savez, dans notre espace AES, nous comptons beaucoup et nous mettons en avant
sur notre souveraineté et le respect de cette souveraineté. Et donc, le partenaire qui respecte cela, ou bien nos partenaires traditionnels des Nations Unies, parce que nous sommes membres de ces institutions pour lesquelles nous contribuons. Et donc, ces partenaires sont avec nous pour pouvoir aider, dans le meilleur des cas, dans la mesure du possible, à ce que nos différentes politiques puissent s'articuler sur le terrain et être mises en œuvre efficacement. Et juste pour vous dire aujourd'hui que la prise en charge, nous avons compris qu'elle n'est pas cette prise en charge n'est pas au niveau d'un État seulement. C'est dans ce cadre qu'au niveau de la Confédération AES, au niveau de nos organisations civiles aussi et de structures étatiques, nous sommes en train d'imaginer comment mutualiser nos efforts pour pouvoir lutter contre ces phénomènes à travers le réseautage de nos différents organes de lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme. Parce qu'au Niger, ils ont une stratégie, au Burkina, ils ont des stratégies. Maintenant, les responsables... Il faut mettre les stratégies ensemble. On est en train de réseauter nos stratégies et aussi dans ce réseautage, nous comptons beaucoup, nous mettons l'accent sur l'engagement communautaire. Parce que les communautés sont victimes. Donc nous faisons cela avec les organisations de la société civile et les communautés. Donc c'est un triptyque qui prend en compte les structures étatiques, les organisations les ONG et les communautés à la base. Et nous avons déjà mis un réseau qui s'appelle le réseau PEV Sahel, axé sur la jeunesse. Parce qu'on s'est dit que la jeunesse est la première... Et les jeunes sont les premières cibles. Et après les jeunes, on a mis encore en place ici, d'ailleurs au Mali, un réseau des organisations, de professionnels, journalistes, communicateurs, les journalistes et puis les blogueurs et autres. Et je crois que la communication est très importante. Et donc c'est toutes ces stratégies combinées qui permettent non seulement de faire face à ce que vous dites, la désinformation et autres, mais aussi à potentialiser la capacité de nos communautés et de nos structures étatiques. L'ouverture est déjà faite à l'AES ou bien vous êtes encore sur la phase on a fait l'ouverture à l'AES. On a mis un réseau et ce réseau peut d'ailleurs composé d'une coordination. On a une coordination nationale et une coordination régionale. Donc ce réseau Sahel, mais pour l'instant, c'est les États de l'AES d'abord. Ce réseau reste ouvert à d'autres États du Sahel qui veulent nous rejoindre. Mais pour l'instant, c'est les États du Sahel et la présidence, c'est chaque 2 ans. Pour le début, nous avons eu l'honneur d'être nommés comme président pour les 2 prochaines années. Parce que vous savez déjà que notre chef de l'État assure la présidence de la Confédération AES. Le secrétariat permanent aussi s'occupe de l'AES dans ce cas précis. À travers cette coordination régionale, nous assumerons la présidence et ce réseau-là est décliné en groupes thématiques. Ça veut dire qu'en dehors des coordinations, nous avons 5 groupes thématiques en fonction des enjeux et des problèmes auxquels les États du Sahel font face. Et il y a les groupes thématiques éducation, juste 2 mots. Par exemple, pour l'éducation, nous avons un groupe thématique uniquement consacré à l'éducation. D'autres groupes thématiques consacrés à la communauté. Et puis, au fondement même profond de l'extrémisme. Et ces groupes thématiques sont constitués des représentants des différents États qui composent. L'idée est comprise, on va faire réagir les 2 autres par rapport c'est très important pour nous, je pense. À la stratégie. Merci. La stratégie est ouverte aujourd'hui à l'AES. Comment vous la voyez, M. Sissoko, en 2 mots? Oui, en 2 mots. Je crois que parmi les stratégies, il a parlé de 2 importants réseaux. C'est le seul réseau qui reste peut-être qu'à ajouter, c'est un réseau national, donc, qui est la COPEV, la coalition des organisations engagées dans la prévention de l'extrémisme violent. D'accord. Donc, il y a aussi un réseau à compétence nationale. Comme il a parlé des réseaux Sahel, et puis un autre réseau. Donc, il faut faire recours à la compétence nationale et ensuite franchir les frontières. D'accord. Monsieur Tira, le suivi et l'évaluation sera facile avec tous les pays de l'AES? Vous allez vous y mettre? Nous sommes là-dessus. Et pour l'instant, tout comme nous réussissons le suivi et l'évaluation au niveau national, comme chaque pays a son niveau national, donc le niveau régional, pour le mettre en œuvre, c'est assez facile. D'accord, on va faire un dernier tour de table et je reste avec vous. Oui. La réussite de la politique nationale de lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme passe par quoi?
selon vous? Ça passe vraiment par une implication de tous. C'est-à-dire tous ceux qui sont impliqués et que chacun se sente impliqué. Parce que cette question de lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme, ce n'est pas seulement le fait de l'armée, donc nos braves soldats qui se battent tous les jours. Je pense que c'est une chose que chacun doit prendre à son compte et que chacun doit y mettre son sien pour que les résultats puissent parvenir. D'accord. Monsieur Sissoko, comment pouvons-nous venir à bout du terrorisme? C'est par la sensibilisation vraiment vers le jeune. Une jeunesse est toujours une force vitale. Donc quand la jeunesse est toujours engagée, cela veut dire qu'on est toujours fragile. Donc une jeunesse est un atout. Donc elle doit être entretenue pour ne pas être une bombe. À travers la jeunesse, on peut réussir. D'accord. Monsieur Diallo, vous allez boucler ce débat comme vous l'avez ouvert. Quels sont vos espoirs aujourd'hui pour la réussite de la politique nationale de lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme au Mali? Par quoi devons-nous passer et qui sont sollicités? Moi, j'ai vraiment de l'espoir que nous allons sortir de cette situation. Mais je crois que la première des choses, c'est l'engagement de toutes les composantes de notre société. Et comprendre que ce phénomène de l'extrémisme violent et du terrorisme n'est pas l'apanage d'un seul État. Et donc, nous ne pouvons pas le combattre seuls. Il faut le combattre avec les États, nos voisins qui nous environnent. Non seulement nos voisins de l'AES, mais tous les États voisins. Nous devons nous donner la main et la communauté internationale. Il faut d'abord compter sur nos propres ressources, sur nos hautes autorités qui aujourd'hui sont très engagées. Et je pense que pour vaincre ce phénomène, l'action militaire est déjà engagée de façon énergique sur le terrain. Il faut mettre l'accent sur les causes profondes de ce phénomène. Une gouvernance vertueuse. Ces groupes extrémistes surfent sur la mauvaise gouvernance pour pouvoir s'infiltrer au sein de nos communautés, dont ils font prévaloir la défaillance du système étatique. Et quand je dis il faut l'ensemble des composantes, il faut que ceux qui sont de l'autre côté, qui sont aussi des fils du pays, qui se sont égarés, qui ont pris les armes contre l'État, les tenants même de cette idéologie, qu'ils sachent que l'idéologie religieuse, l'islam, sur lequel ils se basent, est contre la violence. Et aujourd'hui, qu'ils comprennent qu'on est dans l'erreur, il faut revenir qu'on construise notre société. Je pense que s'ils se repentent sincèrement, comme j'ai eu à le dire sur un autre plateau, on ne fait pas des accords avec son État. C'est des parties différentes, c'est-à-dire des gens différents qui font des accords. C'est une partie de notre société, une partie de notre peuple qui a pris les armes contre nous, par mécréance ou bien parce qu'ils pensaient être vraiment souvent sur la bonne voie. Mais aujourd'hui, qu'ils se rendent compte qu'ils sont sur une mauvaise voie. Nous pouvons les pardonner. L'État peut pardonner. Qu'ils déposent les armes, qu'ils viennent dans la mesure du possible. Celui qui a commis un crime, on le poursuit. Si, dans la magnanimité de notre peuple, on décide de les pardonner, on les pardonne. Mais c'est une voie sans issue. C'est un cul-de-sac dans lequel ils sont engagés. Et s'ils continuent comme ça, c'est la vie qu'ils vont perdre. Et c'est nous qui perdons. Parce que c'est notre jeunesse qu'ils ont entraînée là-bas qui est en train de mourir. Qu'ils reviennent et qu'ensemble, nous puissions nous donner la main et construire notre société. Ce n'est pas mauvais, on peut s'égarer, mais continuer dans l'égarement, ça c'est très grave. Et je crois qu'avec nos hautes autorités, c'est la lancée où ils sont, qu'on donne plus de moyens à nos différentes politiques et nos stratégies, de pouvoir s'articuler sur le terrain, parce que nous nous complétons. Donc une bonne coordination des actions des différents acteurs, et cela nous permettra de sortir de cette situation. Merci. Je vous remercie. Merci pour ces éclairages. Et c'est sur cet appel que se referme ce débat. En attendant d'autres forats, bien sûr, nous parlions de la politique nationale de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme, le point d'exécution et de mise en œuvre de cette politique et les missions attribuées au secrétariat permanent qui exécute cette politique. Nos invités étaient donc M. Zoubeirou Oumarou Diallo, il est secrétaire permanent de la politique nationale de prévention et de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent.
Monsieur Daniel Tera, expert chargé du suivi-évaluation au secrétariat permanent de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme, et Monsieur Faïnké Papuso Sissoko, expert chargé de la stratégie de lutte contre l'extrémisme violent au secrétariat permanent de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme. Ce débat a été réalisé par Mariam Sissako. Nous espérons que vous avez eu un intérêt à nous suivre. Merci de votre attention. Bonne suite de programme sur ORTM 1. Bonsoir.